Apprendre PySpark dans Fabric peut sembler complexe, mais ça dépend de comment on s'y prend. Je vous explique tout pour bien débuter, pas à pas et sans prérequis. Et en bonus, je vous donne du code prêt à l'emploi pour vos premiers projets. Avant d'ouvrir Fabric et de taper nos premières lignes de code, qu'est-ce que Spark et PySpark? Spark, c'est un moteur de traitement de données à grande échelle, open source, et il va nous permettre de faire plusieurs choses. La première, ça va être de nous connecter et d'intégrer des données, que ce soit en batch ou en streaming. La deuxième chose, c'est de les transformer, c'est-à-dire de les nettoyer, de les structurer et les mettre en forme. Et enfin, dans un troisième temps, on va pouvoir les stocker pour les exploiter ensuite à des fins d'analyse, par exemple avec la solution Power BI ou encore pour du machine learning. Spark, c'est donc un moteur et il va être possible d'interagir avec lui à travers différents langages, dont Scala, R, appelé aussi Spark R, SQL appelé Spark SQL, ou encore Python, qu'on appelle PySpark et qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Dernière chose sur le fonctionnement de Spark, Spark repose pour le traitement des données sur ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, c'est un ensemble de ressources qui collaborent entre elles afin de pouvoir traiter des données de manière optimisée et en parallèle. Spark peut diviser un gros ensemble de données en plusieurs morceaux plus petits qu'on appelle aussi des partitions. Et chaque partition est ensuite traitée en parallèle, ce qui va permettre d'accélérer considérablement la vitesse de traitement. Bon, assez parlé, on va aller tester tout ça sur Fabric. Sur Fabric, la première chose, c'est ici créer un workspace. Ce workspace, je vais l'appeler Formation Spark. Et dans Advanced, ici, je vais sélectionner ma capacité Fabric. Donc ici, j'en ai une sur le portail Azure qui est activée. Si vous n'en avez pas et que vous avez notamment une version d'essai, ici, vous aurez un trial que vous pourrez utiliser. OK, pour l'instant, on n'a rien dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouvel item. On va chercher Lakehouse. Et on va l'appeler LH pour Lakehouse. Ce que je vous conseille, c'est toujours de préfixer vos items dans Fabric, tout en minuscules, underscore formation, underscore Spark. Et donc ici, dans notre Lakehouse, on va avoir la possibilité de stocker des fichiers, ici dans Files, et ensuite de créer ici des tables. Pour l'instant, on n'a pas de données, donc la première chose, ça va être de venir rajouter des données dans Fabric. Pour ça, je vous ai mis à disposition un repository sur GitHub, où dedans, vous allez retrouver 3 fichiers CSV, table A, table B et vente, et ici un notebook. Pour pouvoir les télécharger, on va aller ici sur Code, Download Zip. Dans vos téléchargements, vous allez pouvoir le retrouver. On fait un clic droit dessus, extraire tout. Et à l'intérieur, on retrouve donc nos différents assets. Si on retourne sur Fabric, là, on a plusieurs manières pour venir intégrer nos données. Nous, on va utiliser une méthode manuelle, donc ici, Upload Files, mais il en existe d'autres. On aurait pu, par exemple, utiliser des pipelines. Ici, on va venir pointer sur nos 3 fichiers et on clique sur Upload. À présent, dans Files, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver les 3 fichiers CSV, table A, table B et vente CSV. Pour manipuler des données avec Spark dans Fabric, il y a 2 grandes options. Les notebooks qu'on va utiliser aujourd'hui et qui sont une manière interactive de pouvoir, via l'interface, interagir avec le moteur Spark à l'aide de code. Par exemple, du code PySpark. La deuxième option, c'est d'utiliser les Spark Job Definition, qui sont eux conçus pour exécuter un code complet directement dans Fabric. La première chose qu'on va faire ici, ça va être d'ouvrir un nouveau notebook. Donc pour ça, on va aller dans Open Notebook, New Notebook. Ici, on a le notebook 1 qui a été créé. On va venir le renommer NB Formation Spark. Premier code. Et ici, ce qu'on va avoir, donc la forme typique d'un notebook, des cellules. Ce qu'on appelle une cellule, c'est ici l'encart que vous avez. On va pouvoir ajouter ici plusieurs cellules et à l'intérieur du code qui va pouvoir être exécuté de manière séquentielle. On va venir supprimer ce qui se trouve à l'intérieur de la première cellule.
Et on va commencer par un incontournable, print, entre parenthèses, des guillemets. Donc ça va nous permettre d'afficher du texte. Hello Word. Et une fois que c'est fait, ici, je vais pouvoir cliquer sur Run Cell. Et quand je vais appliquer dessus, si vous regardez au-dessus, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Ce qui se passe automatiquement, c'est que Fabric va créer pour moi un cluster qui va donc permettre d'exécuter mon code directement dans Fabric. Et ici, on remarque autre chose. Donc, quand on a exécuté, ça a pris ici 12 secondes. Sur les 12 secondes, il y a notamment le temps d'allumage du cluster. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps à la première exécution. Si je réexécute, vous voyez ici que ça a pris moins d'une seconde. Et en dessous, j'ai donc l'output, la sortie de l'instruction ici que j'ai indiquée, donc print hello world. Je vois ici que ça m'a imprimé hello. Je suis au niveau de mon notebook et vous voyez ici que je peux utiliser mon notebook de plusieurs manières. Avec Spark, soit avec PySpark Python, ce qui est actuellement le cas, avec Spark, donc Scala, Spark SQL ou Spark R dont on parlait tout à l'heure. Les autres options Python étaient SQL, ici ne nous intéressent pas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, maintenant qu'on a compris comment créer un notebook, comment exécuter une première cellule et le fonctionnement, on va venir charger le notebook que je vous ai mis à disposition sur GitHub. Donc on va retourner sur notre workspace. Normalement, vous devriez avoir la même chose que moi, donc un lakehouse ici et un notebook qu'on vient de créer. On va venir cliquer sur Import, Notebook, From this computer. Et dans vos téléchargements, vous devrez retomber sur NB Formation Spark Tutoriel. Si on l'ouvre, l'objectif, ça va être ensemble de descendre ce notebook pas à pas, ce qui va nous permettre de couvrir toutes les thématiques de transformation des données, de chargement dans des tables, de lecture de fichiers, de lecture de tables, etc. La première chose qu'on va devoir faire ici, ça va être de connecter notre notebook à notre lakehouse qu'on a créé, donc le lakehouse qui contient nos fichiers. Si je retourne sur mon lakehouse, ce qui va nous intéresser ici, c'est de venir lire pour l'instant ce fichier de vente CSV pour pouvoir ensuite manipuler ces données avec PySpark. Donc la première chose, c'est qu'on va lier notre notebook à notre lakehouse. C'est ce qui va lui permettre d'interagir avec le lakehouse. Pour ça, on va cliquer ici sur Add Data Items, Existing Data Sources, vu que notre lakehouse existe déjà. Lakehouse formation Spark, Connect. Par défaut, vous en avez un qui a été connecté, c'était le mien, mais celui-ci, on va donc le supprimer pour le remplacer par celui qui se trouve dans votre contexte. On va cliquer sur les trois petits points et Set as Default Lakehouse. Donc ça va être le lakehouse par défaut que va utiliser Fabric avec le notebook. Et celui-ci, on peut tout simplement le supprimer. Et donc si vous déployez à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver en lecture donc, vos fichiers ici et plus tard les tables. Donc tout notre notebook va s'exécuter dans le contexte qu'on lui aura fourni ici avec notre lakehouse. Pour commencer, on va venir lire les données du fichier vente.csv. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la cellule ici, lire les données du fichier de vente CSV. Et je vais cliquer sur les trois petits points ensuite, Load Data et Spark. On va partir du coup d'une base existante que nous fournit l'interface, qui nous ferait gagner du temps et ce que je vous conseille d'utiliser pour gagner du temps, lorsque vous devez lire notamment des fichiers CSV. Donc que signifie le code que nous a généré par défaut l'interface? On a spark.read, donc pour lire les données qui se trouvent au format CSV. Le option header égale true, ça signifie qu'on a dans notre fichier CSV une ligne d'entête qui va contenir donc les entêtes de nos colonnes. Et enfin, load files vente.csv. Donc ça permet tout simplement de pointer vers le fichier de vente CSV qu'on a dans notre lakehouse. Et vous voyez ici qu'il pointe vers files, donc files ici. Et d'où l'intérêt d'avoir le bon contexte, le bon lakehouse, parce que si demain je change de lakehouse et que je pointe vers les files de celui-ci, si j'ai un fichier de vente CSV, je vais pouvoir le récupérer directement. C'est utile notamment si on a plusieurs environnements de développement, de pré-production, de production, pour pouvoir switcher de l'un à l'autre facilement. Et ici, on a le résultat retourné par cette lecture du fichier CSV qui va être stocké ici dans DF. Le petit égal va permettre donc de stocker la valeur qui est retournée dans DF. Et DF, c'est ce qu'on appelle un data frame.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes habitué à utiliser Python. Mais un data frame, concrètement, c'est juste un objet qui va permettre de venir stocker au format tabulaire, donc en ligne et en colonne, des données. Et c'est l'un des objets clés que vous allez utiliser en permanence lorsque vous utiliserez PySpark. Donc on stocke le contenu de notre fichier CSV à l'intérieur de DF. Et enfin, ici, on display DF, comme pour print tout à l'heure qu'on avait avec du texte. Pour pouvoir afficher le contenu d'un data frame, on utilise display. Donc on met display entre parenthèses le nom du data frame qui nous intéresse. Notre code est en train d'être exécuté. Et donc après quelques secondes, on va avoir le contenu de notre CSV qui nous est retourné. On retrouve ici notre ligne d'en-tête et à l'intérieur nos différentes données. Et là, vous le remarquez, un fichier CSV, c'est constitué notamment d'un délimiteur. Et que là, en l'occurrence, le délimiteur qui a utilisé donc le point virgule n'a pas été indiqué. Donc pour ça, on va rajouter ici un point, option, pour rajouter une option. À l'intérieur délimiteur, virgule, et donc la valeur qu'on veut lui mettre, un point virgule. À chaque fois qu'on va vouloir rajouter des options, concrètement pour la lecture de ce fichier CSV, on va rajouter un point option avec à l'intérieur une option. On reclique sur exécuter. Et donc vous voyez là que notre fichier CSV a été correctement lu. On a donc ici nos différentes colonnes. Donc pour le lire, on a donc notre vente ID qui correspond à notre numéro de facture, un client ID qui correspond à notre numéro client, notre point de vente ID, un produit, les quantités vendues, le prix de vente unitaire, les ventes euros et enfin une date de facturation. Et il y a quelque chose ici qui est super important. Toutes les données sont reconnues en tant que texte. C'est pour ça qu'on a un petit ABC devant chaque nom de colonne. C'est super important d'avoir les bons formats de cellules lorsque vous utilisez vos données, tout simplement parce que vous ne pourrez pas faire les mêmes opérations sur du texte que sur des valeurs numériques, par exemple. Donc je vais à nouveau ici rajouter un point option. Et je vais demander à Spark de reconnaître les formats de cellules qui se trouvent dans mes colonnes. Tout à l'heure, on verra comment déclarer, spécifier des formats de cellules spécifiques pour chacune des colonnes. Mais là, on va utiliser notre méthode, très largement utilisée pareil parce qu'elle est très flexible lors de la lecture des données. Elle s'appelle InferSchema. Donc faites bien attention ici à avoir un S majuscule à schema. Et là, on va mettre ici vrai. True. Et on exécute. Vous voyez à présent que par exemple, vente ID, il y a du 1, 2, 3 pour nous indiquer ici que la valeur est numérique. À présent que c'est fait, notre code fonctionne, c'est top. Ce qu'on va faire par contre, c'est pouvoir l'aligner avec certaines bonnes pratiques, notamment pour le rendre plus lisible et plus facile à utiliser au quotidien. Première chose, ici, on voit qu'on a un data frame qui s'appelle DF. Alors, DF, c'est une convention de mettre DF devant un data frame pour pouvoir spécifier que c'est un data frame. Mais ici, on va spécifier au maximum dans son nom à quoi il correspond d'un point de vue fonctionnel. Donc DF ici, read CSV vente. Comme ça, on sait que ce data frame-là comprend nos données de vente lues depuis un fichier CSV. Et j'ai remplacé dans le display, donc le nom de notre data frame. Si j'exécute, pareil, pas d'effet, on a juste renommé ici notre data frame. Et ce qui est important à noter, c'est que notre data frame ici, si je viens à fermer ma session, par exemple si je quitte mon notebook, je quitte Fabric et je reviens, ce qui va se passer, c'est que ma session étant terminée, tous les data frames que je vais utiliser ne seront plus disponibles, ils vont être stockés de manière temporaire. Une autre chose ici, c'est que notre code, il est assez peu lisible. Et si je rajoutais 2, 3, 4 options en plus, ça deviendrait complètement illisible. Donc ce qu'on va faire, c'est d'éclater ce code-là sur plusieurs lignes. Pour ça, on va mettre une parenthèse au début, une parenthèse à la fin de notre code. Donc Spark va comprendre que le code qui se trouve à l'intérieur des parenthèses doit être exécuté, ce qui va nous permettre de pouvoir facilement l'écrire sur plusieurs lignes. Donc je vais mettre juste après la parenthèse, faire à entrer. Vous voyez automatiquement, vous avez une indentation qui a été faite. Cette indentation, elle est très importante. C'est comme ça que le langage Python interprète le code que vous allez écrire. Donc ça, on n'y touche pas.
Et on va venir après chaque point, point format, point option, aller à la ligne, et là vous voyez que vous avez un code qui se lit beaucoup plus facilement. Vous voyez que vous venez lire un fichier CSV, il y a un header qui doit être reconnu, un délimiteur qui est un point-virgule, infer schema, donc ce qui correspond au fait que Spark va détecter automatiquement les formats des colonnes qu'on va lui soumettre, et enfin load file vente.csv. Une dernière chose qu'on pourrait faire, si vous vous placez donc ligne 1 et que vous mettez 2 retours chariot, c'est ici de venir créer une variable, donc un objet qui va pouvoir permettre de stocker le chemin ici file vente.csv pour pouvoir le changer plus facilement et tout de suite repérer d'où viennent les données de vente. Donc pour ça, on va pouvoir créer une variable, on va l'appeler input pass CSV égale, et on va y mettre ici notre chaîne de caractères. Et pour pouvoir l'appeler en dessous, on va supprimer tout le texte qu'on avait mis et mettre ici input pass CSV. Si j'exécute, ce qui permettra derrière, si par exemple je voulais lire plutôt que vente.csv, je voulais lire table B, si je fais ça, évidemment, l'objectif, ça serait ici de renommer. Hein. On va garder, nous, dans notre cas, vente. Enfin, ici, la ligne de commentaires, on va la supprimer, ligne 11. On va prendre tout notre code, le couper et le coller sur la cellule du dessus. Et celle-ci, on peut à présent la supprimer. Quand je la supprime, le data frame qui avait été créé, donc le data frame dfread CSV vente qu'on a créé tout à l'heure, lui existe toujours. Les data frames que vous allez créer, ils sont temporaires et ils sont vivants dans la session que vous avez. Donc ici, lorsque j'arrête la session ou si je quitte mon notebook, la session va se terminer et donc le data frame ne sera plus disponible. Pareillement ici, cette ligne 12, je vais venir la retirer et en dessous d'option 1, je vais venir la coller. Donc ça, c'est la première option qu'on a pour afficher les données d'un data frame, c'est celle qu'on a vue. Si je recolle mon code, si je souhaitais cette fois-ci afficher uniquement les 10 premières lignes d'un data frame, pour ça, je pourrais ici venir au bout de mon data frame, mettre un point, limite et 10, ce qui va nous retourner uniquement 10 lignes du data frame. Une seconde option pour afficher les données d'un data frame, ça serait de taper le nom du data frame, donc df read csv vente .show. C'est une approche que vous verrez souvent, notamment dans les documentations. Vous voyez ici que vous avez un affichage qui est un peu différent, plus brut. Et si j'avais voulu afficher uniquement les 10 premières lignes du data frame, si je voulais afficher le schéma des données d'un data frame, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est super important d'avoir les bons formats pour les colonnes qu'on a dans notre data frame. Si je voulais pouvoir m'assurer que celles que j'utilise sont les bonnes, celles attendues, je peux venir afficher le schéma. Donc pour ça, dfread csv vente, donc on appelle notre data frame. Et ici, on peut utiliser print schema pour pouvoir afficher donc le schéma du data frame. Vente ID, c'est un integer. Client ID, c'est un string, etc., etc. Enfin, dernière chose avant de passer au volet des transformations. Ici, pour enregistrer un data frame dans un autre data frame, donc on va repartir de notre def-read CSV vente. Et pour pouvoir le stocker dans un autre data frame, on va faire exactement ce qu'on avait fait au début, hein, si vous vous rappelez. Ici, donc, on avait mis un petit égal pour pouvoir prendre la valeur qui nous était retournée par le code ici et la stocker dans notre data frame. Même logique. Ici, donc, on va se positionner avant le df. On va mettre un égal et mettre df row vente. Si j'exécute, il ne se passe rien visuellement, mais on voit ici que l'exécution s'est bien déroulée et en moins d'une seconde. Si je voulais afficher mon def row vente,
Et voilà. Donc j'ai bien enregistré mon data frame dfread CSV vente dans mon dfraw vente et donc je peux à présent l'afficher comme je le souhaite. Bon, pour pouvoir transformer les données, il est important qu'on fasse une passe sur les objets principaux qu'on va retrouver sur PySpark. On a vu les data frames, on a vu les variables, mais on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc je vous ai mis ici différents exemples pour que vous puissiez en avoir sous la main. La première chose que je vous ai mis, c'est un exemple de variable. Donc une variable, c'est tout simplement un objet qui va prendre une valeur qui peut changer selon les différents contextes d'exécution qu'on va avoir. Par exemple, ici, ça nous permet donc de récupérer la date du jour et on vient la stocker dans une variable date du jour. Il y a une chose qu'on n'a pas vue pour l'instant, en plus de ça, c'est ici les deux petits points avec à côté datetime. L'idée, ça va être de pouvoir typer les différents objets qu'on va avoir pour pouvoir d'un coup d'œil les repérer. Pouvoir repérer la différence entre un data frame et une variable, sans avoir besoin de lire le code qui suit. C'est quelque chose que je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir une logique et d'avoir une meilleure lisibilité de votre code, sans compter que derrière, on pourrait les réutiliser pour différentes automatisations, notamment pour des tests. À nouveau, si on remonte, vous voyez ici que j'ai input pass CSV et def read vente. J'ai un petit symbole égal pour les deux. Si je ne vous indique pas ici que def read CSV vente est un data frame et que input pass CSV est une variable, ça va être plus difficile à lire. Et dans certains cas, avec du code un peu complexe, ça peut devenir vraiment un enfer. Donc, une technique, ici, ça va être d'indiquer explicitement le type d'objet qu'on a. En l'occurrence, ici, input pass CSV, c'est une variable et une variable de type string, parce qu'à l'intérieur, on a du texte, un string pour texte. Donc, je vais mettre deux points, str, pour indiquer ici que c'est une variable de type string, donc qui attend ici une valeur textuelle. Et ici, si je mets deux points data frame avec un D et un F majuscule, je vais pouvoir indiquer que c'est un data frame. Si j'exécute, vous voyez str ici qui est coloré, donc qui a été correctement reconnu, et data frame pour le coup qui n'est pas reconnu, ce qui fait qu'on a une erreur qui nous est retournée. Et donc pour régler cette erreur et indiquer à mon notebook ce qui est data frame, je vais devoir ici importer une librairie. Donc je vais remonter tout en haut, mise en place de l'environnement. Pour faire simple, une librairie, c'est comme une boîte à outils qui est prête à être utilisée, qui est proposée généralement par d'autres développeurs et qui va permettre de pouvoir faire certaines choses plus vite et plus facilement. Et chaque librairie a des spécificités. Il y en a certaines qui sont spécifiques pour faire par exemple du machine learning, d'autres de la visualisation de données, etc. Nous, dans notre cas, on va venir ici, donc depuis PySpark.sql, on va venir importer DataFrame, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir utiliser un typage DataFrame dans notre notebook. Je vais exécuter la cellule et à présent, je vais réexécuter ma cellule. Et vous voyez que tout s'est bien déroulé. Le DataFrame qui se trouve juste ici est à présent correctement détecté. Même logique, si on revient sur notre exemple de tout à l'heure. Ici, j'avais from datetime import datetime, donc ce qui nous permet ici d'utiliser une fonction datetime qui nous permet de récupérer la date du jour. Pour être plus cohérent, je pourrais prendre ce code-là et le recopier tout en haut. Juste en dessous de from PySpark SQL. J'exécute à nouveau. Si vous ne voulez pas avoir à chaque fois ici ces outputs qui soient visibles, parce que du coup on prend du temps à chaque fois pour scroller, vous pouvez soit, avec les trois petits points ici, nettoyer l'output, ou alors dans Edit, vous avez ici Clear All Outputs. Et comme ça vous les supprime tous. Donc d'un côté, on a les variables qui vont venir changer lors des différentes exécutions qu'on va avoir de notre code, comme par exemple la date du jour. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des constantes. Donc là, ça va être des valeurs qui vont être stockées et qui n'ont pas vocation à être modifiées selon les contextes d'exécution. Ce que vous avez ici, par exemple, avec un prénom, Pierre, et un âge, 30. Vous voyez que donc, lorsqu'on va avoir ici du type string, on va avoir des guillemets doubles qui vont être utilisés. Et lorsqu'on a une valeur numérique, on n'en a pas. Et ce qui est important de noter ici, c'est que dans Python, et donc dans PySpark, on n'a pas d'objet de constante. En fait, on utilise une variable, et la variable, elle peut prendre une valeur, qu'elle soit modifiée ou non, peu importe, ça va être à nous de la gérer dans notre code. Sauf que pareillement, pour pouvoir ensuite repérer facilement est-ce qu'il s'agit d'une valeur constante ou est-ce qu'il s'agit d'une valeur variable, la manière de le faire, ça va être d'utiliser ici un petit stratagème avec une convention de nommage spécifique. Vous voyez que les constantes ici, elles ont été renommées en majuscules et
de l'autre côté, les variables classiques qui vont donc avoir des valeurs qui changent au fil des exécutions, elles sont en minuscules avec des underscores. Et au niveau des typages, même logique, hein, 2 points string pour du string et 2 points int pour du integer, donc une valeur numérique, un entier. Et si on remonte à nouveau et pour la dernière fois tout en haut, ici en fait notre input pass CSV, c'est pas vraiment une variable, ça serait plutôt une constante parce qu'il n'a pas vocation à être changé selon les contextes d'exécution. On va toujours pointer vers files vente.csv. Donc une manière propre pour pouvoir l'indiquer, ça serait ici de renommer input pass CSV en majuscule et de recopier la valeur en dessous dans le load. Voilà, on a fait le plus dur concernant le typage des objets. On a aussi des listes. Si je veux lister par exemple des valeurs numériques ou si je veux lister des valeurs de type string, alors des valeurs textuelles. Donc là, j'ai taille centimètre. C'est une liste avec à l'intérieur des int, donc des integers. Et ici, j'ai entre crochets différentes valeurs séparées par une virgule. Même logique ici, j'ai entre crochets différentes valeurs séparées par des virgules. Et enfin, on a des dictionnaires. Donc là, par exemple, dans utilisateur, j'ai un dictionnaire. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser des accolades avec donc ici une clé et une valeur à chaque fois. Ma clé âge, en face, j'ai une valeur 28. Ma clé poids, en face, j'ai une valeur 60. Ma clé taille centimètre, en face, j'ai une valeur 170. Et pour pouvoir séparer nos valeurs de nos clés, on a ici 2 points qui sont à chaque fois indiqués. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer pour de bon au volet des transformations. Donc pour supprimer une colonne dans un data frame, on va repartir ici du data frame qu'on a créé tout à l'heure, donc df row vente. Et donc pour lui appliquer un traitement, comme on avait appliqué tout à l'heure les options lors de la lecture de notre fichier CSV, on va utiliser un point drop. Et entre parenthèses, on va venir mettre la colonne qu'on souhaite supprimer. Et juste pour rappel, donc voici les différentes colonnes qu'on a. Et nous, pour le test, on va venir supprimer point de vente ID. Entre double guillemets, j'exécute. Là, on voit que tout s'est bien passé. Je vais rajouter une cellule, donc en cliquant sur code, si vous passez au survol en dessous de n'importe quelle cellule, vous allez le voir arriver. Et on va faire un display. Et vous voyez ici que la colonne point de vente ID a été supprimée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti de notre data frame qui contenait toutes nos données. On lui a appliqué un traitement. Donc on est venu supprimer une colonne qui s'appelle point de vente ID et on a stocké le résultat dans dfDrop, qui est un objet de type data frame. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vraiment intérêt à renommer au fur et à mesure vos data frames avec des noms qui soient explicites pour comprendre derrière ce que vous avez à l'intérieur. Là, je sais que c'est mes données brutes de vente. Ici, je sais que j'ai supprimé dedans donc des colonnes et on aurait pu être beaucoup plus spécifique. Je voulais juste pas rallonger pour l'exercice parce que ça me semblait plus pénible qu'autre chose. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous soyez précis pour pouvoir comprendre en un clin d'œil ce que vous avez à l'intérieur de votre data frame. Et une autre chose, pensez toujours à bien commenter votre texte, ici comme je l'ai fait. Donc vous voyez, supprimer une colonne dans un data frame. Soyez explicite quand vous allez reprendre votre code ou si vous le partagez avec quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est qu'il soit le plus lisible possible et que ça soit le plus simple possible derrière pour le prendre en main. Je vais pouvoir recliquer sur Display Drop ici et supprimer ma cellule. Et on va passer à Def Clean. Donc là, l'objectif, ça va pas être de supprimer une colonne, mais tout simplement de sélectionner des colonnes spécifiques dans un data frame. Donc ici, ce que je vais faire, c'est créer donc un data frame df clean et à l'intérieur, donc je vais repartir de mon df row vente. Je vais faire .select pour sélectionner certaines colonnes spécifiques. Par exemple, vente ID. Si j'exécute, à nouveau, je fais un display sur df clean. Et vous voyez ici que j'ai plus qu'une seule colonne qui m'est retournée. Je vais rajouter une autre colonne. Client ID, j'exécute. Et je vois qu'elle remonte correctement. Comme on l'avait fait tout à l'heure, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout si vous commencez à avoir plusieurs colonnes, on va en rajouter encore une en plus, mais ça va être de les splitter, de pouvoir les étaler sur plusieurs lignes pour augmenter leur visibilité. On va rajouter d'abord ici une virgule et produit ID. Et une fois que c'est fait,
On va remettre une parenthèse ici et une parenthèse au bout. On se positionne après la parenthèse, entrée, point select. Vous voyez ici, on a mis vente ID, client ID, produit ID. Donc on comprend que c'est nos colonnes, mais comme tout à l'heure, en fait, on n'est pas sûr et certain que ce soit des noms de colonnes, on voit plutôt que c'est du nom de texte. Et donc pour éviter, pareil, d'avoir cette ambiguïté entre est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une colonne, qu'est-ce qu'il y a derrière en fin de compte la chaîne de caractères que j'ai indiquée, je vais pouvoir utiliser ici une autre librairie qui va nous permettre de spécifier ici que ce sont des colonnes. Pour ça, donc, on va remonter tout en haut dans l'import des librairies utilisées dans le notebook. On va se mettre juste en dessous et on va mettre à nouveau from PySpark, .sql, import, fonction as f. J'exécute la cellule, très important. Et donc, ce que ça va me permettre de faire ici, c'est d'appeler mes fonctions avec cet alias, donc f.call pour colonne, et venir mettre entre parenthèses mon vente ID. Je vais refaire la même chose pour chacune de mes colonnes. L'avantage ici, c'est qu'à nouveau, je sais que ce que je suis en train de regarder, donc mes ventes ID, c'est pas juste une simple chaîne de caractères, c'est une colonne. Et cette fonction-là, colonne, elle vient des fonctions que j'ai importées asf avec mon alias de tout à l'heure. Maintenant que c'est fait, je vais exécuter. Normalement, vous n'avez pas d'erreur. Sinon, pensez à réexécuter la cellule avec l'import des librairies. C'est peut-être celle-ci qui vous manque. Et ici, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais renommer cette colonne vente ID en facture ID. Parce qu'en fin de compte, en réalité, ce n'est pas vraiment des ventes ID, c'est plutôt des numéros de facture que j'ai dans cette colonne. Donc, je vais mettre point alias, entre parenthèses, toujours même logique. Et ici, entre double guillemets, je vais mettre facture ID. Et voilà, j'ai renommé ma colonne. Dernière chose que je voulais vous montrer, je pourrais également caster, c'est-à-dire changer le format de cellule d'une de mes colonnes. Donc si par exemple mon facture ID, je voulais plus que ça soit ici du numérique, de l'integer, mais plutôt du string, je vais pouvoir faire un point cast, et ici string. Et voilà, vous voyez ici maintenant que j'ai à présent du ABC. Je supprime cette cellule, et on va accélérer un petit peu. Dev filter data frame égale. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir filtrer les résultats qu'on a dans un data frame. Donc ici, je vais repartir de mon dev vente. Point filter. Les parenthèses. Et à l'intérieur, je vais mettre f.call produit ID. Donc je viens ici sélectionner ma colonne produit ID et je veux que la valeur soit strictement égale, 2 égales d'affilée, à prod 1. J'exécute, ça s'est bien passé. Et vous voyez à présent ici que dans mon produit ID, je n'ai plus que prod 1. Si je voulais que ça soit écrit correctement, je mets une parenthèse devant, une parenthèse à la fin, et à la ligne. Et voilà. Encore 2 transformations avant de passer aux agrégations. Donc là, l'objectif, ça va être d'ajouter une colonne concaténée dans un data frame. Par exemple, prendre la valeur qu'on a dans Client ID et celle dans Produit ID et les mettre ensemble dans une seule et même colonne. Donc pour ça, je vais repartir de def vente.
Pour ajouter une colonne, on va utiliser with colonne, comme ceci, donc avec un C majuscule. On ouvre les parenthèses, on va mettre le nom de la colonne que l'on souhaite créer, join colonne. Donc toujours entre double quotes. Pour pouvoir concaténer, je vais utiliser une fonction qui se trouve dans mes fonctions que j'ai importées tout à l'heure avec le alias f. Donc je vais mettre f.concat pour concaténer. Et je vais venir donc faire appel à ma colonne client ID, donc f.call client ID. Et vous voyez là que ça commence à être compliqué même à lire avec toutes les parenthèses, donc on va tout de suite remettre ça en forme. Une parenthèse ouvrante et une fermante. Donc f.call, une virgule, je vais mettre ici un séparateur. Pour mettre un séparateur, je vais utiliser f.lit et mettre mon séparateur ici un underscore, à nouveau une virgule, et f.call, donc pour aller chercher ma colonne, produit ID. Voilà. Donc ce que je fais pour résumer, dans un data frame df add concat, je viens depuis mon data frame df revente ajouter une colonne que je vais appeler join colonne et qui fait la concaténation entre ma colonne client ID, un underscore et produit ID. Et une fois que c'est fait, j'exécute. À nouveau, je vais venir afficher mon data frame. Et si je regarde tout au bout, j'ai ici donc bien une colonne df colonne qui vient ici prendre mon client ID, rajouter un underscore et venir y concaténer la colonne produit ID. Vous voyez, c'est assez simple en fin de compte. Ce qu'on va faire, et c'est toujours la même logique, c'est qu'on va partir d'un data frame qu'on va venir modifier et stocker dans un autre data frame. Et ça au fur et à mesure de nos différentes étapes. Et j'en profite pour vous montrer un petit raccourci que je trouve utile. C'est qu'ici, plutôt que de venir à chaque fois exécuter en cliquant sur Run Cell, je vais pouvoir me positionner sur ma cellule, faire un contrôle et entrer. Et ça va me permettre d'exécuter ma cellule sans avoir besoin à chaque fois de revenir ici et de cliquer sur le bouton. Une autre chose aussi, c'est que si vous voulez repositionner une cellule par rapport à une autre, il suffit d'aller ici sur la petite barre bleue, hop, et vous allez pouvoir drag and dropper où vous souhaitez. Dernière transformation, ajouter une colonne conditionnelle dans un data frame. On va venir cette fois-ci directement ouvrir et fermer notre parenthèse, mettre def row vente pour repartir de notre data frame. À la ligne .with column comme tout à l'heure, pour rajouter une colonne, donc with column. J'ouvre une parenthèse. Je vais à la ligne. Et donc, pour indiquer que c'est une colonne conditionnelle, je vais mettre f pour appeler donc une fonction qui s'appelle when. Donc, quand ici j'ai ma colonne client ID qui est strictement égale à la valeur client 1, une virgule. À la ligne, je veux que la valeur soit prioritaire. Donc, je veux que dans ma cellule de ma nouvelle colonne, j'ai une valeur prioritaire qui s'affiche. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de nommer cette colonne. Donc, comme tout à l'heure, ici, on va, après with colonne, mettre un retour chariot. On va l'appeler périmètre avec une virgule. Donc, quand ma colonne est égale à client 1, dans ce cas-là, je mets prioritaire. Après ma parenthèse otherwise, sinon, je veux retourner la valeur secondaire.
Si j'exécute, pareil, je fais un display. Vous voyez ici que j'ai une nouvelle colonne qui a été ajoutée, périmètre. Et selon si j'ai du client 1, elle m'indique que c'est prioritaire. Si c'est un autre client, dans ce cas-là, c'est secondaire. Et donc, à présent, les agrégations qu'on utilise un peu tout le temps. L'objectif, ça va être ici de résumer, de grouper des données selon une ou plusieurs colonnes. Une des agrégations les plus courantes, c'est tout simplement de venir compter le nombre d'enregistrements qu'on a dans une table. Donc, par exemple, ici dans vente NB ligne, on voit ici que ce n'est pas un data frame, mais c'est une variable. On va venir y stocker le nombre d'enregistrements qu'on a dans notre table des ventes. Et ici, donc, dans une variable de type int. On va repartir à nouveau de notre df row vente. Et on va venir faire un point count. Tout simplement compter ici nos valeurs. Et pour les afficher, au tout début, on avait vu, lorsqu'on avait affiché la valeur hello world, qu'on avait utilisé un print, ça va être la même logique. Comme on a une variable, ici, on va utiliser print pour pouvoir l'afficher. Donc, on va utiliser print. À l'intérieur de notre fichier vente, on a donc 2120 lignes, 2120 enregistrements. À présent, si on voulait calculer le nombre de ventes par client. Donc ici, df row vente. Pour faire un regroupement de nos données, on va utiliser un group by. C'est une fonction donc .group by. Attention du coup, le B est en majuscule. On va faire un regroupement donc par client ID. Et on va vouloir faire une agrégation, donc .agg, de la fonction count sur notre client ID qu'on va renommer nombre de ventes. Donc, on va venir faire un regroupement de notre client ID. Donc, on va avoir nos clients, les valeurs uniques de nos clients. Et en face, on va venir compter le nombre de records qu'on a, le nombre d'enregistrements qu'on a dans client ID et qu'on va renommer en nombre de ventes. Et pour l'afficher, cette fois-ci, donc c'est un data frame. Donc, display. Donc, on voit ici, par exemple, pour le client 1, qu'on a 529 ventes qui ont eu lieu. Une autre chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est tout simplement ici d'ordonner les valeurs qui nous sont retournées. On n'a que 8 clients, mais si on en avait 500 ou 10 000, on aurait préféré avoir certainement les clients qui nous ont rapporté le plus ou le moins de ventes en premier. Et donc pour ça, on va venir se positionner après notre agrégation et faire un order by. Order by, on ouvre les parenthèses, par notre colonne nombre des ventes et de manière descendante. Et voilà, vous voyez qu'on a les valeurs qui sont maintenant triées depuis la plus grande jusqu'à la plus petite. Maintenant qu'on a vu une première agrégation, vous allez voir pour le reste, ça va être très simple. On va venir recopier ici le code qu'on a. Et donc pour calculer le total des ventes par client. Ici, cette fois-ci, on ne va pas faire un count, on va venir faire une somme de notre colonne vente euros. On va la renommer total vente. Et on va la trier à la fin par notre total vente. Et on peut l'afficher. Même logique cette fois-ci si on voulait faire hop, le total des ventes par client et par produit. Donc là, on a fait un group by par client ID. On va venir faire un group by par client ID et par produit ID. J'exécute. Et à nouveau.
Et voilà, j'ai donc mes clients ID et mes produits ID, et en face, mon total de vente. Si je souhaitais faire la moyenne de mes ventes, je vais reprendre à nouveau mon code, et à la place de faire une somme, je ferai une moyenne. Et une moyenne, c'est un average en anglais, AVG. Moyenne vente. Et voilà, donc j'ai 4609 points, et donc après la virgule, j'ai tout un certain nombre de valeurs. Si je voulais faire un arrondi, ce qui serait plus simple à lire, ici, devant mon f.avg pour average, je vais mettre un f.round. Et si j'exécute, automatiquement, j'ai un arrondi qui a été fait. Je vais reprendre à nouveau mon code. Et ici, je vais calculer plusieurs agrégations des ventes par produit. Donc là, ici, j'ai fait une agrégation de type average. Je vais en faire une par somme. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait juste au-dessus. Je mets une virgule pour séparer mes agrégations. f.somme de ma colonne vente euros. Et je la renomme total vente. Et voilà, par Client ID, j'ai ma moyenne de vente et mon total des ventes. Donc avec ça, normalement, vous serez capable de faire toutes les combinaisons possibles sur les agrégations. Donc ici, le fait tout simplement de supprimer les doublons qui se trouvent dans un data frame. À nouveau, df row vente. Point drop duplicates. Et voilà, on a vu comment se connecter à des données, les transformer, les agréger. Maintenant, on va voir comment faire des jointures entre ces différentes données. Donc, ce qu'on va faire tout de suite entre notre table A ici et notre table B. Je vous ai mis ici, pour l'exemple, une structure de données qui, elle, est déclarée. Typiquement, tout à l'heure, ce qu'on avait, c'était des données qui étaient lues avec un infer schema. Donc, infer schema, ce qu'on avait vu, qui permettait de détecter automatiquement les formats de données qu'on avait à l'intérieur de nos colonnes. Ici, l'objectif, ça va être tout simplement de l'indiquer. On va voir comment on l'utilise dans un instant. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour lire les fichiers CSV table A et table B, on reparte du code qu'on a déjà fait. Et donc ici, on va créer un def read CSV A. Donc jusqu'ici, tout est bon. La seule chose, c'est que notre load ici, on va venir le remplacer directement par une chaîne de caractères. On va pointer vers les files, les fichiers de notre lakehouse, donc encore une fois par rapport au contexte qu'on avait indiqué ici. Et dans ces files, on va aller chercher table A.csv. Et on va recopier ça pour aller chercher notre table B. À présent, donc, je vais display mon df read CSV A. Et vous voyez que par défaut, parce qu'on avait notre infer schema ici égale true, on a ici notre schéma qui a été automatiquement détecté. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire appel à ces schémas qui ont été créés en amont pour pouvoir les utiliser. Vous voyez ici que je fais appel à une librairie pour ça. Je passe rapidement et si ça vous intéresse, vous pourrez toujours creuser le sujet dans un second temps. Mais on va aller ici, le couper et le remettre tout en haut avec nos librairies. Et on exécute. On vient
ici importer depuis PySpark SQL des types en tant que T. C'est ce qui va nous permettre notamment de créer nos schémas de données. On va exécuter ici notre cellule, ce qui va donc nous permettre de créer un schéma pour la table A et un schéma pour la table B. À l'intérieur, on a nos colonnes ID et prénom. Donc ici, quand on a vu sur la output, on avait ici ID et prénom. Donc on retrouve ID qui est de type string et prénom qui est de type string. Pareil pour table B. Et ici, dans nos schémas, donc à la place d'avoir un inferSchema.true, on va supprimer cette option. Et ici, on va remettre un point option, schéma. Et on va indiquer notre schéma qui s'appelle schéma table A. Donc schéma table A qui pointe ici vers schéma table A. Et pour schéma table B, si j'exécute à nouveau, vous voyez ici à présent que mon schéma de données a changé, c'est bien du ABC et du ABC, donc du string dans les deux cas, ce que je souhaitais. Donc à présent, pour faire notre première jointure. Si vous n'êtes pas familier avec les jointures, il en existe de différentes sortes. Le premier type, et qui est certainement le plus utilisé, c'est un left join. Donc pour un left join, l'idée, ça va être de pouvoir retourner toutes les lignes qui se trouvent depuis la table de gauche et d'afficher en face les correspondances qui vont se trouver dans la table de droite. Et si on n'a pas de correspondance, dans ce cas-là, on va avoir des valeurs nulles. Donc pour faire notre jointure entre nos deux data frames. Ici, je vais ouvrir une parenthèse et venir appeler mon premier data frame, donc df read CSVA. Donc l'objectif, ça va être de prendre tous les enregistrements de mon fichier CSVA et en face de voir quelle correspondance j'ai sur mon data frame du CSVB. Pour faire ma jointure, je fais un point join et je fais donc une jointure sur mon deuxième data frame df read CSVB. Une virgule. Et ici, je vais mettre ma condition. Ça va être tout simplement la colonne ID que j'ai entre mes deux data frames. Donc, je veux que l'ID de mon data frame read CSVA soit égal à mon ID de mon def read CSVB. Vous voyez que rien qu'en le disant, c'est assez verbeux et ça va être la même chose lorsque je vais l'écrire. Si je dois à chaque fois mettre df read CSVA, df read CSVB pour tout ce que je veux faire, ça va être très redondant et rapidement, ça va devenir illisible. Donc, plutôt que de faire ça, on va utiliser des alias. On va en fait utiliser et créer des alias pour notre dfread CSVA qu'on a ici et notre dfread CSVB pour pouvoir les appeler plus facilement. Pour ça, je vais ajouter ici du code. Je vais mettre un commentaire pour indiquer ce à quoi sert la cellule. Donc en l'occurrence ici, créer des alias pour les data frames dfread CSVA et dfread CSVB. Donc pour ça, je vais venir ici indiquer mon dfread CSVA qui est de type dataframe, donc je l'indique. .dataframe. Et je vais venir créer mon alias en repartant donc de mon dataframe, .alias, et je vais l'appeler A. Donc comme ça, j'aurai juste à faire appel à A.id et je vais pouvoir appeler derrière ma colonne. Et même logique pour le B. Une fois que c'est fait, vous pouvez exécuter la cellule. Et là, vous allez voir l'intérêt de ce qu'on vient de faire. Ça va nous faire gagner non seulement du temps, mais en plus en lisibilité. F.call. Et là, j'ai juste à faire A.id. Strictement égal à la colonne ID de B. Une virgule à la fin. Et donc là, il ne me reste plus qu'à indiquer comment je souhaite que ma jointure soit faite. Et donc pour ça, j'ai un how. Je veux que ça soit une jointure de type left join. Je vais donc pouvoir mettre ici run cell. Ça, c'est bien exécuté. Maintenant, pour pouvoir l'afficher, j'ai plus qu'à faire plus code. Et voilà, j'ai tout qui a été retourné. Si j'avais voulu sélectionner certaines colonnes, j'aurais pu faire exactement même logique que tout à l'heure, un point select.
Donc soit je peux faire un point select et recréer derrière un data frame basé sur def join left pour sélectionner mes colonnes. Ou alors, sinon, tout simplement, si je voulais sélectionner uniquement mes ID ici, je pourrais faire basé sur ma jointure. À la suite, faire un select, point select, la colonne que je souhaite, donc a.id, une virgule et b.id. À présent, j'ai plus que mes deux colonnes qui sont retournées. Et donc, ce que je vois, c'est que j'ai toutes mes données qui sont retournées. Donc, l'ID du CSVA, j'ai 1, 2, 3, 5. C'est mes 4 valeurs que j'ai. Et en face, je vois que j'ai des correspondances uniquement pour 1 et 2. 3 et 5 n'ont pas été retournés. Donc, ça veut dire que dans mon CSVB, je n'ai pas l'ID 3 et l'ID 5. Et maintenant que ça c'est fait, on va voir très rapidement les autres types de jointures. Si je recopie à nouveau, donc faire une jointure de type right join entre les deux data frames, j'ai juste à remplacer mon left par right. Et à nouveau ici de faire un display. Un right join ici, ça va nous permettre tout simplement de retourner toutes les lignes de la table de droite, donc ici CSVB, et les correspondances qu'on va avoir dans la table de gauche, CSVA. Et donc si on n'a pas de correspondance dans la table de gauche, dans ce cas-là, on va avoir des valeurs nulles. C'est ici ce qu'on retrouve avec donc notre table ici à droite, donc le CSVB 1, 2, 4, 6. On a tous nos enregistrements qui sont retournés. Et en face, les correspondances dans la table de gauche. Donc ici, à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit qu'on a 1 et 2 qui sont en correspondance et 4 et 6 qui ne sont pas retournés. Ce qui paraît logique. Ici, on avait 3 et 5, on ne les avait pas dans la table B, et 4 et 6 qui ne sont pas dans la table A. À présent, on va faire une jointure de type inner join. Donc là, un inner join, l'idée, ça va être de pouvoir retourner toutes les lignes qui ont une correspondance entre les deux data frames, entre les deux tables. Et donc ici, même logique, on va avoir un inner à indiquer. J'exécute mes deux cellules. Et donc j'ai uniquement les ID 1 et 2 qui sont retournés. Un autre type de jointure, si je voulais retourner toutes les lignes des deux tables, avec des nuls là où il n'y a pas de correspondance, je pourrais faire un full outer join. Donc même logique, je recopie, full, et je display. Et donc là, j'ai tous les enregistrements qui me sont retournés. Et si j'ai pas de correspondance, je vois ici que j'ai des nuls qui ont été affichés. Un avantage aussi que je ne vous ai pas montré par rapport à ce display-là, c'est que ça va permettre d'avoir tout un tas d'options derrière. Ça va vous permettre facilement de pouvoir télécharger, si besoin, les résultats de votre code. Donc ici, en CSV, en JSON ou en XML. Et ça va vous permettre aussi de visualiser vos données facilement à la volée. Ici, vous avez un petit bouton New Chart. Et vous allez pouvoir facilement personnaliser ces graphiques en choisissant le visuel qui vous plaît, et ça en quelques clics. Et on arrive au bout. Donc ici, faire une jointure de type cross-join entre deux data frames. Donc là, l'objectif, c'est de faire un produit cartésien. Donc chaque ligne de la première table va être combinée aux lignes de la seconde table. Et pour ça, donc, je n'ai plus besoin d'une condition, vu que toutes les combinaisons vont être générées entre les deux tables. Ici, donc, c'est de type cross. J'exécute. Je display. Et vous voyez ici que j'ai toutes les combinaisons possibles entre la table de gauche et la table de droite qui ont été effectuées. Deux dernières choses que je voulais vous montrer sur les jointures avant de passer au dernier volet, qui est celui de charger et de lire les données d'une table, ce qui est extrêmement utile au quotidien. Ça va être ici donc de pouvoir faire un union, d'ajouter les enregistrements entre deux data frames. Pour pouvoir consolider par exemple des extractions du mois de janvier avec celles du mois de février,
je vais pouvoir utiliser un union pour avoir à la fin un data frame qui va contenir l'ensemble de mes données. Et donc ici, ce que je vais faire dans def union with duplicates, c'est que je vais repartir de mon def read CSVA, auquel je vais appliquer un union, donc point .union, avec mon df read CSVB. Donc ça va permettre d'ajouter les données du read CSVA à celui du read CSVB. J'exécute. Et donc là, à présent, j'ai les 1, 2, 3, 5 qui correspondaient à mon fichier CSVA qui sont ajoutés à mon CSVB, donc de 1 à 6. Donc ça fonctionne uniquement si les deux data frames ont exactement les mêmes colonnes et dans le même ordre. Et si je voulais pouvoir retirer, donc supprimer lorsque je fais ma concaténation, toutes les valeurs qu'il pourrait y avoir en doublon, donc je vais repartir ici de mon union et faire un point distinct pour garder uniquement les valeurs sans aucun doublon. Et voilà. Bon, vous aurez vu toutes les principales manières de faire des jointures qu'on peut faire avec PySpark. Il nous reste une chose très importante, ça va être le fait de pouvoir charger et lire des données depuis une table. Donc la première chose, c'est qu'on va venir créer notre première table. Donc là, pour l'instant ici, dans mon lakehouse, je n'ai pas de table, donc on va venir en créer une. Pour créer cette table-là, donc la table va être créée au format Delta Parquet, qui est le format par défaut qui se trouve sur Fabric et en sous-jacent sur OneLake. Et donc pour recréer notre table, on va repartir de notre df row vente. Donc le df row vente, point write. Tout à l'heure, on avait un point read. Là, c'est un point write parce qu'on va venir écrire. On va choisir ici un mode overwrite. Donc on va voir à quoi ça correspond dans un instant. Point mode overwrite. Point format pour indiquer le format, parce qu'on pourrait écrire un fichier CSV, on pourrait écrire d'autres types de formats. Nous, ce qu'on veut, c'est une table. Et les tables, comme je vous le disais, sont au format Delta Parquet, donc au format Delta. C'est le format par défaut. Et un dernier point, donc le nom de la table qu'on va vouloir créer. Save as table, sauvegarder en tant que table. Ici, on va tout simplement créer une table vente. Si j'exécute, ça peut prendre quelques secondes parce que là, il y a une opération d'écriture qui est un peu plus lourde que simplement de la lecture. Et donc, on voit ici que ça s'est correctement exécuté. Si à présent, je vais sur mes tables, les trois petits points refresh, je vois que j'ai une table des ventes qui a été correctement créée. Et si je déplie, à l'intérieur, je vais retrouver l'ensemble des colonnes qui constituent ma table. Pour lire ces données, comme tout à l'heure, on pourrait très bien, donc si vous cliquez sur la cellule qui se trouve ici, faire un load data Spark. Et si je clique sur Run Cell, ici je vois que j'ai donc lu l'ensemble des données qui se trouvaient dans ma table et que je retrouve donc toutes mes colonnes. Et un point intéressant ici, c'est que lorsqu'on a cliqué sur Load Data Spark, le code que nous a généré automatiquement Microsoft Fabric, c'est donc du code PySpark. Ici, vous le voyez en bas à droite, c'est bien du code PySpark, mais qui intègre ici une requête SQL qui est interprétée donc par Spark pour pouvoir nous retourner dans un data frame ici le contenu de notre table et ensuite l'afficher avec un display. Et c'est une des grandes forces que vous allez retrouver avec Spark. Là, on utilise principalement PySpark, mais si vous vouliez faire certaines opérations en Spark SQL et d'autres en PySpark, ça va être très facile à gérer, soit en intégrant, comme là ici on l'a fait, donc une requête SQL à l'intérieur même grâce à un point SQL de notre cellule en PySpark, soit une deuxième approche, ça aurait été ici de venir créer une nouvelle cellule qu'on pourrait ici passer en Spark SQL.
voyez qu'au début, on a un pourcentage SQL qui a été créé, ce qu'on appelle un magic, qui permet de déclarer tout simplement que la cellule doit être interprétée par le moteur Spark comme contenant du code SQL. Et donc ici, si je reprends ma requête, j'ai exactement le même résultat qui est retourné. Pour revenir sur le mode dont on parlait tout à l'heure, donc overwrite, ça signifie simplement qu'à chaque fois que ce code-là va être exécuté, toutes les données qui se trouvent dans la table vente, si elle existe, vont être supprimées, puis ensuite réinsérées. Ce qui fait que si j'exécute ma cellule X fois, à la fin, j'aurai exactement le même nombre de cellules dans ma table finale. Si ici je renomme mon data frame def vente overwrite, et que je viens calculer le nombre d'enregistrements que j'ai dans ma table, donc exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, je vais faire donc nb ligne vente overwrite, 2.int parce que ici c'est une variable de type int, est égal à def vente overwrite.count. Et on va tout simplement printer cette variable. Et on peut en profiter ici pour def vente overwrite, indiquer que c'est un data frame. J'ai 1000 lignes, c'est normal, j'ai oublié de retirer ici le petit limite 1000, donc je vais le retirer. Et je retrouve bien 2120 lignes. Si je réexécute mon overwrite, et que je vérifie, j'ai toujours 2120 lignes. Si par contre, je veux pouvoir ajouter à chaque fois que j'ai des nouvelles données à intégrer, je veux les ajouter à la suite des données existantes. Donc je veux garder l'historique de ce qui a déjà été intégré et je veux tout simplement rajouter les nouvelles données au fur et à mesure. Cette fois-ci, plutôt que d'utiliser un mode overwrite, je vais pouvoir utiliser de l'append. Cette fois-ci, si j'exécute ma cellule, j'ai ici donc depuis mon df vente, depuis mon data frame, j'ai ajouté les données qui s'y trouvaient dans ma table des ventes qui existait. Et donc si je vérifie à présent combien j'ai d'enregistrements, j'en ai 4240. Si je réexécute, j'en ai 6360. J'ai à chaque fois mon nombre de records qui va augmenter de 2120, vu que dans mon data frame ici def revente, j'ai 2120 records de base. Si je souhaitais changer le fonctionnement, pour vous montrer ici l'overwrite à quoi il servirait, et donc là si je réexécute, cette fois-ci j'ai plus que 2120 lignes qui vont m'être retournées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller plus loin et je vous dis à très vite sur Data Seito.